Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va attendre 2 ou 3 minutes que tout le monde puisse nous rejoindre dans cette salle virtuelle. Je suis Mathilde Scrive, responsable des études et de la prospective à Serre France Bourgogne-Franche-Comté, et je vais vous accompagner pendant l'heure et demie qui vient pour ce Vitiscopie 2021 de la Saône-et-Loire. Vous êtes une soixantaine d'inscrits aujourd'hui, donc ça montre que le pari d'avoir fait un événement en distanciel pour nous adapter au contexte sanitaire particulier était un pari qui vous a intéressé. L'idée est de pouvoir continuer à vous délivrer les résultats qu'on vous propose chaque année, mais sans mettre votre santé en danger et en conservant l'interactivité que nous avons d'habitude. Alors, elle sera un petit peu transformée, bien sûr, mais elle devra passer par le chat. Donc, si vous voulez poser des questions tout au long de l'heure et demie qui vient, il vous suffit de cliquer sur la bulle de BD en haut à droite de votre écran. Vous verrez apparaître le chat. Vous pouvez donc écrire vos questions et nous avons conservé 2 moments d'échange avec les intervenants qui y répondront. Alors, pour commencer cette Vitiscopie Saône-et-Loire, je vais passer la parole à Vincent Landreau, le président de Serre France Saône-et-Loire. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce traditionnel rendez-vous du mois de février qu'est Vitiscopie. Il était important pour nous de tenir cet événement malgré les contraintes sanitaires et nous en avons profité pour le faire évoluer, le transformer et cela jusqu'à le dématérialiser pour vous permettre de le vivre depuis chez vous. C'est certain qu'il nous manque la convivialité et les échanges entre nous en périphérie de cette conférence. Mais je vous assure que toute la technicité et l'expertise de nos collaborateurs sont présentes dans la continuité de l'accompagnement réalisé tout au long de l'année auprès de nos adhérents. Vitiscopie est un moment important pour nos adhérents viticulteurs, mais aussi pour l'ensemble du monde viticole du département. C'est ici que vous sont présentés, dès le mois de février, les résultats économiques de l'année passée. Je tiens à remercier et à féliciter pour cela l'ensemble des collaborateurs de Serre France Saône-et-Loire qui nous permettent cette performance. Cette année 2020 aura été, encore une fois, atypique. Atypique par la crise sanitaire, qui est arrivée dès le mois de mars et qui continue encore. La viticulture en a largement souffert par la fermeture des restaurants, perturbant la commercialisation et s'ajoutant aux tensions avec les États-Unis. 2020 est aussi atypique avec une 3e année de sécheresse, très impactante par sa durée, son intensité et la répétition de ces phénomènes climatiques. Nous le voyons, le changement climatique est bien là, il est présent. C'est maintenant un élément structurel, plus que conjoncturel, et à prendre en compte dans la gestion de l'exploitation. Naturellement, l'homme n'aime pas le changement. C'est pourquoi Serre France Saône-et-Loire est là pour nous accompagner et nous aider à découvrir et saisir les opportunités qui s'ouvrent devant nous dans ces temps de changement. Cela nécessite de savoir clairement où et comment chacun se situe dans sa stratégie d'entreprise et dans son environnement de marché. C'est aussi l'objectif de Vitiscopie. L'accompagnement, et tout particulièrement le conseil, est une priorité chez les collaborateurs, mais aussi pour le conseil d'administration de Serre France. Administrateurs, nous sommes tous adhérents, chefs d'entreprise, et partageons donc les mêmes préoccupations que vous. Nous souhaitons et nous œuvrons tous pour que Serre France soit toujours présent à nos côtés pour nous aider à grandir et à avancer. Et je n'ai aucun doute à ce sujet. Je voudrais tous vous remercier pour votre participation à ce Vitiscopie digital. Je suis certain que chacun se nourrira des nombreuses informations qui vont nous être délivrées et que cela fera naître des réflexions chez vous. N'hésitez pas à les partager ensuite avec vos comptables et vos conseillers. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains, en compagnie de nos chargés d'études Serre France. Bonne conférence à tous. Voilà, comme le soulignait Vincent, on est sur une année très atypique, donc on va passer à la présentation des résultats par Arnaud et Magali. Avant de leur passer la parole, je vais vous redonner quelques éléments pratiques. Vous recevrez, comme on vient de nous poser la question, vous recevrez un lien pour consulter le diaporama, mais également le replay, et vous aurez la possibilité de télécharger
livret Vitiscopie que nous vous donnons chaque année en salle. Et là, vous l'aurez en numérique grâce à ce lien. Si nous n'avons pas le temps de répondre à la totalité des questions, vous aurez aussi la foire aux questions avec l'ensemble des questions et des réponses écrites qui vous sera envoyée. Voilà, alors avant de passer la parole au présentateur, je vais vous présenter l'équipe qui a œuvré à cette demi-journée. Donc c'est un travail qui est le résultat de 2 mois de travail de l'équipe. D'abord avec Emmanuel Gros qui travaille sur la data et qui va à la fois extraire et trier les données qui vont vous être présentées. Ensuite, vous avez une équipe de conseillers qui va travailler à l'analyse des résultats et surtout à préparer une estimation des résultats 2020, puisqu'en fait, on se base sur les définitifs 2019 pour pouvoir vous présenter les résultats 2020. Donc, il y a tout un travail d'hypothèse qui est fait par cette équipe. Avec donc Cécile, Arnaud, Pascal et Magali. Il y a également Émilie Golin qui n'est pas sur la photo mais qui a participé à ce travail. Et enfin, on a Aurélie Deschamps qui a travaillé sur la mise en valeur de ces résultats et sur la communication. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une présentation par Arnaud Carbonnier et Magali Fallière. À eux deux, ils capitalisent 10 ans d'expérience et d'accompagnement auprès de plus de 150 viticulteurs. Et ils ont à la fois un œil d'expert sur les chiffres, mais également une ouverture à 360 degrés sur le monde viticole, ses tendances, ses dynamiques. Je vous laisse tout de suite en leur compagnie. Merci Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par regarder le contexte viticole de l'année 2020. Alors, le contexte, tout d'abord, c'est une belle vendange 2020. En termes de qualité, c'est une très bonne année. En termes de quantité, la sécheresse a pénalisé certains secteurs, les secteurs séchants, les jeunes vignes et puis les rouges. Mais globalement, c'est quand même satisfaisant. L'année 2020, c'est surtout un contexte sanitaire inédit, que ce soit pour travailler dans les vignes, pour les travaux en verre, les vendanges, où il a fallu mettre en place des protocoles sanitaires. Il y a également un contexte sanitaire inédit pour les ventes, puisque les salons ont été annulés pour la plupart. Le contexte export n'était pas simple tous les mois vu que la pandémie était mondiale. Donc, on est clairement sur une année de changement. C'est le dernier item du coup de l'année 2020. Il y aura d'ailleurs une gestion de cette question par la suite par Pascal dans la soirée. On va maintenant regarder ce qui se passe pour nos coopérateurs avec une dominante AOC régionale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous suggère d'aller en haut à droite de votre écran. Il y a un petit encart pour répondre à un sondage avec la question suivante. Pour les coopérateurs, selon vous, à rendement identique, quel est le principal critère de réussite pour obtenir un meilleur revenu? Je vous laisse consulter les différentes réponses possibles. Et puis, on répondra à cette question dans quelques minutes. Concernant les résultats 2020, on voit une baisse des résultats. Vous pouvez suivre sur l'écran la courbe bleue, résultats courants par UTAF, où on voit les 2 derniers résultats, 61 000 € par UTAF en 2019 et 36 000 en 2020. Alors la première chose, c'est que 61 000, c'est le meilleur résultat de la décennie pour les coopérateurs. En clôture 2019, on vient de faire la belle vendange 2018. On est aussi sur des paiements, les acomptes 2015, 2016, 2017, qui sont des millésimes très bien valorisés par les caves coopératives, ce qui explique ce très bon revenu. À la clôture 2020, beaucoup de choses ont changé, et principalement la récolte 2019, qui globalement, il y a un manque de 30-35% pour la plupart d'entre vous. Donc moins de volume égale des variations de stock négatives, et puis des paiements de cave qui sont légèrement en diminution. On voit aussi d'ailleurs la courbe EBE sur produit brut qui passe de 41 à 36%, donc ça perd 5 points d'efficacité économique. Alors cette perte d'efficacité économique et cette baisse de résultats, est-ce qu'elle s'explique principalement par ce qu'on vient de dire, cette baisse de production, que ce soit des acomptes ou de la variation de stock,
ou est-ce que c'est les charges qui ont monté de manière trop importante? Alors, la prochaine diaporama permet d'expliquer en fait cette contraction du revenu. Vous voyez en bas, en rouge, l'évolution des charges opérationnelles, en orange, l'évolution des charges de structure, et puis en bleu, la ligne bleue, ça représente le produit à l'hectare, comment il a évolué. Ce qu'on peut voir, c'est qu'entre 2019 et 2020, les charges, elles ont augmenté très légèrement. C'est 300 € de plus à l'hectare. Par contre, sur les produits, on n'était pas loin des 20 000 €. On était à 19 500 en 2019 et on est à 17 600 en 2020. C'est donc bel et bien la baisse de produits qui a généré cette baisse de résultats. Les charges, finalement, restent, enfin, l'augmentation reste mesurée. Alors, on a quand même des bonnes nouvelles, c'est que les bilans, ils sont plus sains. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde le taux d'endettement, qu'on voit en bas de l'écran à gauche, en 2018, il était de 47% et en 2020, il est à 42%. Donc, une baisse du taux d'endettement, ça signifie probablement une baisse des annuités. Je dis probablement parce que on est en un taux d'endettement, ça reste une valeur relative et il faut regarder ce qui se passe en valeur absolue. Raison pour laquelle il y a un graphique sur la droite qui montre deux choses. La courbe des capitaux propres qui a bien augmenté ces dernières années. Ça, c'est dû principalement aux très bons résultats des derniers exercices. Et puis, la courbe rouge qui montre l'évolution de l'endettement en valeur absolue. Et là, on voit bien, ça confirme ce qu'on pouvait penser, que depuis 2018, l'endettement en valeur absolue a diminué, notamment entre 2018 et 2019, et puis ça continue quand même entre 2019 et 2020. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour votre trésorerie à moyen et long terme, puisque s'il y a moins d'annuités, il y a automatiquement plus de trésorerie ou pour l'entreprise ou pour vos prélèvements. On peut regarder maintenant comment évolue la trésorerie à court terme, voire moyen terme, en prenant le BE de la clôture 2020. Le BE moyen, c'est 86 000 €. On a un déstockage de 16 000 €, ce qui permet d'amener une trésorerie à 102 000 €. Ces 102 000 €, si on veut voir comment ils sont utilisés, on peut voir qu'il y a 57 000 € qui sert au prélèvement, 34 000 € aux annuités, et mécaniquement, il reste 11 000 € de disponibles ou qui a permis de faire de l'autofinancement, c'est-à-dire acheter des actifs sans emprunt, que ce soit des plantations ou des enjambeurs ou peu importe. Ce diagramme, il indique une deuxième chose, c'est que l'ensemble prélèvement plus annuité, il est supérieur à l'EBE. Alors aujourd'hui, l'excédent de trésorerie permet de montrer que ce n'est pas spécialement grave, mais demain, ça peut être problématique. Parce que l'EBE, en fait, il explique la trésorerie de demain. Vous devez, pour ceux qui sont coopérateurs, vous devez voir depuis novembre, vous percevez les acomptes de la récolte 2019. Vous voyez qu'ils sont moins importants que les acomptes des récoltes précédentes, puisqu'il y a eu moins de volume livré. Et il y aura automatiquement un EBE donc et une trésorerie libérée à la clôture 21, voire clôture 22, qui sera moins importante. Alors, finalement, notre préconisation, c'est plutôt d'être vigilant sur la trésorerie, puisque demain, si on a 86 000 € de trésorerie libérée, il faudra ou piocher dans les réserves, ou ajuster les prélèvements, ou alors avoir moins d'annuités, mais on n'a pas spécialement la main là-dessus, puisqu'il faut un peu de temps avant que ça baisse. On va pouvoir maintenant regarder ce qui s'est passé sur le sondage. Alors, 50% pour la maîtrise des charges, 17% plus de surface, 33% sur la productivité de la main-d'œuvre. Donc, il y avait une mauvaise réponse, vous n'avez pas répondu, c'est très bien. Bravo à vous tous, puisque l'endettement n'avait pas spécialement de lien avec le résultat. Les autres réponses sont évidemment bonnes, mais il y en a une qui est particulièrement bonne, et c'est l'augmentation, enfin plus de surface. C'est ce qu'on va voir sur la diaporama suivante. Voilà, alors ce qu'on voit, c'est que les 50% des coopérateurs qui ont les plus hauts revenus, ils ont en moyenne 3 hectares 24 de plus, ce qui génère 30 000 € de plus en revenus, et ce qui permet d'atteindre 90 000 € de revenus. On voit la productivité, donc effectivement, elle est meilleure, donc de 0,13 ar par unité de main-d'œuvre. Donc
ça fait partie du groupe des plus hauts revenus, mais c'est pas aussi significatif que ça a pu l'être par le passé et que c'est en relation avec la surface. Donc il y a deux choses pour nous qui sont importantes pour maximiser finalement les revenus, c'est cette surface supplémentaire et autre chose qu'on voit pas spécialement sur ce tableau, c'est ce qu'on appelle un système optimisé. L'idée, c'est de saturer l'outil de production et d'avoir une bonne adéquation de votre parc matériel par rapport à votre surface. Voilà. Mais globalement, retenez quand même qu'à plus de surface, ça permet de diluer ce qu'on appelle les charges de structure. Euh, Votre enjambeur vous coûte aussi cher que vous ayez 10 ou 12 hectares, par exemple. Alors, à quelque chose près, évidemment. On peut maintenant faire une petite conclusion sur le système coopérateur. Globalement, les résultats restent satisfaisants, hein. Si on regarde sur une décennie, 36 000, ça reste un revenu correct. La baisse aujourd'hui, finalement, c'est pas tant le Covid qui l'impacte, mais c'est plutôt cette vendange 2019. Maintenant, le mot d'ordre, c'est peut-être d'avoir un peu de vigilance sur l'évolution de la trésorerie, puisque ça va, à court terme, normalement, se contracter. Je vais maintenant laisser la parole à Magali, qui va faire un topo sur ce qui se passe dans les caves particulières. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Notre échantillon cave particulière repose sur vos exploitations qui vendent plus de 20% de leur volume en bouteilles. Elles sont une centaine, avec en moyenne une douzaine d'hectares et 1,5 unités de main-d'œuvre familiale. Et c'est justement sur cet échantillon et ce groupe que je vais vous proposer de répondre à la question suivante grâce au sondage de nouveau. À rendement identique, quel est pour vous le principal critère de réussite là aussi pour dégager du revenu supplémentaire? Est-ce que ce sont des investissements conséquents et performants? Est-ce que c'est le fait d'avoir plus de surface? Est-ce que ça serait le fait de développer une stratégie commerciale forte ou encore de mettre en place des prix de vente bouteilles relativement élevés pour augmenter la plus-value? Vous avez quelques minutes pour répondre à ce sondage. Nous y reviendrons par la suite dans quelques diapos. Concernant le prévisionnel 2020, même si le produit 2020 à l'hectare est stable à hauteur de 36 300 €, il est composé de deux éléments qui se compensent. À savoir, nous avons observé une baisse de la vente des volumes liée non pas à la Covid comme on pourrait le croire, mais principalement à la petite récolte 2019. Cet impact est compensé par une meilleure valorisation de vos bouteilles et pour certains la présence d'une indemnité récolte. C'est comme ça qu'on obtient la stabilité du produit à l'hectare. Très peu d'évolutions sont à noter en ce qui concerne les charges opérationnelles en rouge sur ce graphique, mais les charges de structure en orange connaissent un rebond après une baisse lors de l'année 2019. En effet, le foncier et la main-d'œuvre pèsent toujours plus lourd sur vos exploitations, notamment avec vos cotisations MSA qui ont augmenté suite aux bons résultats 2019. On retrouve sur ce graphique, sur les 10 dernières années, le même profil d'évolution que chez les coopérateurs. Il y a depuis 10 ans une bonne corrélation entre vos charges et vos produits. Si les charges augmentent, le produit augmente également, ce qui permet de maintenir le revenu. Sauf en 2020, où là, la corrélation décroche et avec un produit stable, voire légèrement à la baisse, et des charges qui augmentent, nous prévoyons une. Que retenir donc? 2020, ce sont des résultats qui marquent le pas, la fin d'une embellie, mais qui restent bons avec un revenu par UTAF à hauteur de 48 000 € quand même. Toutefois, avec une efficacité économique à 26%, qui est en dessous du seuil de préconisation de 30%, la trésorerie a un peu été mise à mal sur cet exercice et les exploitations ont mobilisé une partie des réserves qu'elles avaient accumulées sur les années précédentes pour payer à la fois les annuités, avec un endettement reparti à la hausse, et les prélèvements privés à la hausse également, puisqu'ils traduisent une volonté chez vous, exploitants, d'enfin pouvoir bénéficier du fruit de votre labeur et qu'ils contiennent également ces prélèvements privés, vos impôts et vos MSA, qui ont augmenté ces dernières années avec les bons résultats que nous avons pu vous présenter par le passé. Donc tout comme pour les coopérateurs, vigilance sur ce point, vigilance sur la trésorerie pour les années à venir. Je vais maintenant m'intéresser aux résultats
du sondage. Alors, vous êtes 50% à avoir, pardon, vous êtes 47% à avoir misé sur la stratégie commerciale forte, 40% sur le prix de vente bouteille élevé et seulement 7% et 7% pour les deux autres réponses. Alors, nous, pour aller chercher les critères de réussite, nous nous sommes focalisés sur le groupe de personnes dégageant le plus de revenus et nous avons observé sur ce groupe que du côté de la surface en production, il y a 2 hectares 61 en plus. Donc, comme chez les coopérateurs, la surface est importante et c'est le principe qu'Arnaud a pu vous expliquer juste avant. C'est la saturation de l'outil de production qui fait la différence. La stratégie commerciale forte intervient également puisque sur ce groupe des plus hauts de revenus, nous observons un nombre de cols moyens vendus de 18 600 cols supplémentaires par rapport au groupe classique. Un nombre de ventes supérieures sous-entend souvent une implication plus forte dans la stratégie commerciale. Et du coup, c'est peut-être sur la main-d'œuvre que se fait la différence, puisqu'on observe presque une unité de travail en plus en termes de salariés sur ce groupe-là. Donc, avec ces salariés supplémentaires, soit les exploitants se sont dégagés du temps pour développer leur stratégie commerciale, soit les tâches confiées aux salariés ont évolué et les ont fait sortir des vignes pour travailler justement sur la commercialisation. Et en effet, de notre côté, en 5 ans, nous avons observé que vos exploitations ont augmenté en moyenne d'1 hectare 38, ce qui n'est pas suffisant pour occuper la main-d'œuvre salariée supplémentaire qui, elle, a augmenté d'1 UTH complet en 5 ans. Donc plus de salariés en dehors des vignes. Et ce sont donc ces deux critères combinés, une surface optimisée et une stratégie commerciale forte, qui sont source de revenus sur les clôtures 2019. Si nous nous focalisons sur des groupes encore plus précis, il y a 2 grandes idées à retenir de l'étude de vos coûts de production en 2019. La première, c'est que comme ils sont basés sur le millésime 2018 et donc sur un volume conséquent, ils sont un bon indicateur bas de ce que peut vous coûter au minimum une bouteille grâce à une dilution de vos charges sur un nombre d'hectolitres maximum. Au minimum, vous pourriez vous permettre de mettre en place un prix de vente allant de 5,50 € à 8,90 €. Je suis sur les prix d'équilibre en jaune sur le graphique, selon les groupes, pour couvrir toutes vos charges. Mais changer votre prix uniquement sur cette base, ça serait dans le meilleur des mondes, avec des récoltes pleines sur plusieurs années. Il faut donc que vous preniez en compte les aléas possibles dans votre stratégie de prix. C'est pour cela qu'avec un exercice 2020 intégrant une petite récolte 2019, il serait intéressant de répéter l'opération pour obtenir un indicateur haut de ce que peut vous coûter au maximum une bouteille dans des conditions de récolte défavorables. À retenir donc pour avoir un indicateur bas et un indicateur haut et pour travailler votre fourchette de prix. La deuxième idée qui se dégage de ces coûts de production, c'est que jusque-là, depuis plusieurs années, pour tous les groupes, il y avait une tendance à la hausse du prix moyen du col vendu grâce à des marchés porteurs. Et cette année, par rapport à N-1, on assiste à l'émergence de 3 stratégies différentes en fonction des atouts de chaque système. Pour les bouteilles 10-30% et 30-60%, nous avons observé une augmentation du nombre de cols vendus avec respectivement plus 6% et plus 24%. Et donc, ces exploitations se sont rapprochées d'une stratégie volume et compétitivité, c'est-à-dire je produis un grand volume de vin standard d'une qualité identifiée et régulière. Leur principal critère de réussite pour l'avenir, c'est la hausse du nombre de consommateurs, à la fois en local et à l'export, qui sont justement attachés à la régularité du goût d'un produit standardisé. Pour les groupes plus 60% et plus 80% en bouteille, pas d'augmentation du nombre de cols vendus, mais ils se sont orientés sur une stratégie du prix. Respectivement, le prix moyen a pris 79 centimes et 1,30 € d'augmentation sur ces groupes. Leur enjeu pour demain, pour réussir dans cette stratégie, c'est de répondre à la pression sociétale en produisant par exemple du vin sans sulfite, du vin HVE.
il y a également un enjeu sur tout ce qui est fidélisation de leur clientèle, en réussissant à intégrer la notion d'histoire personnelle à vendre autour du produit et qui peut ainsi mettre en lumière tout le travail du viticulteur pour amener son produit à cette juste valeur. En ce qui concerne les grands domaines, eux, ils se démarquent par des charges contractées sur une surface supérieure. Il est intéressant de noter que ces grands domaines commercialisent en moyenne 60% de leur volume en bouteilles, mais qu'ils affichent des charges courantes inférieures de 7 000 € par hectare par rapport au groupe classique, plus 60% de leur volume. C'est clairement l'effet économie d'échelle. Un bâtiment se rentabilise mieux sur plus de surface. Attention toutefois pour ce groupe à leur grande sensibilité en ce qui concerne la main-d'œuvre. Ils ont 2 salariés en plus que les autres groupes et donc du coup, ça nécessite une fidélisation, un effort de fidélisation de leurs salariés et puis parfois une organisation un peu différente avec une hiérarchie et la présence d'un chef d'équipe, ce qui complexifie la tâche. L'important à retenir sur cette diapo, c'est qu'il n'y a pas de stratégie unique que tout le monde peut appliquer. Il faut vraiment évaluer vos points forts et vos points faibles. Voilà ce que vous pouvez retenir pour vos exploitations du Mâconnais et du Chalonnais. Je vais maintenant laisser la parole à Arnaud pour faire un petit point sur le Nord Beaujolais. Merci Magali. Effectivement, on va maintenant revenir sur le Nord Beaujolais, sachant que c'est la deuxième année qu'on fait un focus sur ce groupe, donc on n'a pas l'antériorité qu'on peut avoir sur les autres groupes. On a cependant des choses intéressantes à dire. La première chose, c'est que on est bien sur le Nord Beaujolais et pas sur l'intégralité du Beaujolais, donc on a une typicité de groupe qu'on peut voir à l'écran. Hein. C'est 71% des surfaces qui sont en appellation communale, et dans notre groupe, on a 38% du volume qui est vendu en bouteille. Une autre caractéristique forte de ce groupe, qu'on avait déjà soulevé l'année dernière, c'est sa très bonne productivité de la main-d'œuvre à l'hectare, puisqu'on était à 4,34, on reste à 4,24 en 2020, avec 38% de vente en bouteille. Dans le Mâconnais Chalonnais, la productivité de la main-d'œuvre, on est plutôt aux alentours de 3 hectares, pour vous donner une idée. Une autre chose, c'est quand on regarde la productivité de la main-d'œuvre par rapport aux hectolitres, donc là, ça descend quand même de manière plus importante. Donc, entre 2019 et 2020, on voit que finalement, on ne parle pas du même millésime et que 2020, on est sur le millésime 2019, ce qui explique la baisse. Mais de manière globale, la productivité par hectolitre reste faible. Et ça, c'est dû à deux choses. La première chose, c'est que les rendements sont un peu moins bons dans le Beaujolais, en tout cas sur notre groupe. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une culture du métayage un peu plus important. Et donc, du coup, à la place du fermage, on se retrouve avec une part de la récolte qui est livrée aux propriétaires. Et mécaniquement, on a un petit peu moins de volume. On peut regarder maintenant ce qui se passe sur les résultats. Donc, on a une efficacité économique qui passe de 25 à 17%. Donc, on voit que la récolte 2019, elle est particulièrement pénalisante pour ce groupe. Une des raisons qui l'explique, c'est que dans le Beaujolais, on n'a pas ce système de VCI, de volume complémentaire de vin qu'on peut reporter. Donc, on paye plus difficilement cette mauvaise récolte. Ça nous amène à un résultat courant par UTAF à 14 000 €, donc on est au niveau du SMIC en termes de résultats sur 2020. Autre chose, la trésorerie à court terme, on a le sentiment qu'elle se dégrade puisque nos dettes d'exploitation en moyenne sont à 65 000, tandis que les créances sont à 36 000. Le point positif cependant, c'est que l'endettement, il reste maîtrisé à 43%. Pour nous, c'est le seuil de sérénité. Et en valeur absolue, ça représente 18 000 € d'annuité. Alors, 18 000 € avec le contexte 2020, un EBE à 26 000 €, ça laisse peu de marge de manœuvre pour se rémunérer. Après, si on regarde une année comme 2019 par rapport à 42 000 €, on a déjà un peu plus de possibilités. Donc, face à ce constat, quelle stratégie on peut adopter et qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément de réflexion sur sa stratégie? À l'écran, on voit deux diagrammes, ce qui se passe pour le marché vrac et ce qui se passe pour le marché bouteille. Le bâtonnet bleu, c'est votre prix de vente moyen, et le bâtonnet jaune, c'est le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, c'est vos charges, vos prélèvements et vos annuités. Donc la première chose
qu'on remarque, c'est que globalement, le prix d'équilibre il est inférieur au prix de vente, ce qui permet de générer de la trésorerie, peu importe la vente, que ce soit du vrac ou des bouteilles. La deuxième chose, c'est que la différence entre ces bâtonnets nous montre que sur le marché vrac, on libère 42 euros de trésorerie, alors que pour les bouteilles, si on ramène la différence de prix à l'hectolitre, on est sur 150 euros. Donc 150 euros de libéré par rapport à 42, c'est 3,7 fois plus. Donc ça interroge sur la stratégie de demain à mener pour avoir plus de trésorerie. Donc voilà les éléments qu'on voulait vous partager sur les possibilités de stratégie dans le Nord Beaujolais. Je vais maintenant laisser la parole à Magali pour faire une conclusion sur tout ce qu'on vient de voir. Comme nous l'avons vu sur tous les systèmes, il y a plusieurs stratégies gagnantes. L'important, c'est la cohérence de votre système. La cohérence, c'est quoi? C'est l'adéquation entre vos charges et vos produits. C'est l'adéquation entre votre stratégie commerciale et les attentes du marché. La bonne adéquation entre vos aptitudes de chef d'exploitation et votre choix de système de production. Jusqu'à ce jour, nous avons observé que cette cohérence, elle était présente sur la majorité de vos exploitations. Mais attention pour demain, avec notamment les retombées attendues et encore peu certaines de tout ce qui va se passer suite à la Covid-19. Et on attend des retombées sur différents niveaux. Au niveau de vos ventes, au niveau de la gestion de votre main-d'œuvre, au niveau de la gestion de votre trésorerie pour pallier potentiellement justement au décalage de vos ventes. Donc prudence sur cette cohérence. Ce qui ressort également de nos rencontres avec vous, c'est l'importance pour demain de l'agilité. Être agile, c'est savoir réagir à un environnement qui bouge autour de soi, que ce soit pour la Covid-19, encore une fois, que ce soit pour le changement des cours, que ce soit pour différentes opportunités à l'export, puisqu'il en existe encore, etc. Intervention, nous vous avons plusieurs fois appelé à être vigilants. Mais être prudent ne veut pas dire ne rien faire. Donc il faut savoir rester agile. Et si vous voulez même aller encore plus loin, nous vous encouragerons à intégrer une notion de proactivité au sein de votre stratégie commerciale. La proactivité, c'est la capacité à prendre des initiatives en amont des changements, avant que l'environnement ne bouge. Pour finir, un exemple un peu marquant de l'agilité commerciale en 2020, c'est l'émergence de l'e-commerce. Depuis 2010, l'e-commerce suit une croissance silencieuse jusqu'à atteindre en 2019 jusqu'à 9% du chiffre d'affaires du marché viticole français, donc ce qui n'est pas anodin. Avec 2020 et la crise sanitaire, les observatoires pensent que le marché viticole va déléguer jusqu'à 13% de son chiffre d'affaires via l'e-commerce. Donc une belle progression. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses à faire sur cet aspect-là, la France étant un pays précurseur en ce qui concerne la vente en ligne. Quoi qu'il en soit, la Covid-19 reste vraiment une grande source d'incertitude pour le futur. Et c'est pour ça que je laisserai la parole après un temps de questions à ma collègue Pascale Laurin qui va détailler avec vous ce que nous a appris la Covid-19 sur vos exploitations et votre capacité à gérer une crise telle qu'elle. Nous vous remercions pour votre attention et maintenant, place aux questions. Merci beaucoup Magali, merci beaucoup Arnaud. On va prendre un temps pour les questions, donc n'hésitez pas à les poser en passant par le chat. On va prendre le temps d'y répondre ensemble. Peut-être en attendant qu'il y ait des questions qui soient inscrites, moi j'ai une première question pour vous. Est-ce que avec le changement climatique, donc des épisodes de gel qui sont peut-être un peu moins nombreux, mais qui par contre avec une végétation de plus en plus précoce peuvent faire plus de dégâts, finalement, est-ce que ça vaut encore le coup de s'assurer ? Alors effectivement, depuis plusieurs années, on assiste à des baisses historiques de rendement et puis après application des franchises, les viticulteurs ressentent une certaine difficulté sur le déclenchement ou alors les montants ne sont pas à la hauteur de leur attente. La question de l'attractivité de l'assurance, c'est vraiment une question d'actualité, mais nous n'avons pas forcément beaucoup de visibilité pour répondre globalement à cette question.
il existe des solutions adaptées à chacun d'entre vous en fonction de vos objectifs. Et notamment, il faut prendre en compte le critère de votre sensibilité au risque. Aujourd'hui, il y a 3 grandes possibilités face à un risque. C'est l'assumer, prévenir, lutter contre, et le déléguer. Assumer, on le voit dans des exploitations où des personnes font le choix de faire des réserves de trésorerie ou de stock bouteilles pour pallier à une petite récolte potentielle. Prévenir le risque, j'ai entendu récemment parler de l'investissement d'une cave coopérative locale dans une machine de thermonébulisation pour lutter contre le gel. Donc voilà un bon exemple. Et déléguer, c'est ce qui est le plus souvent connu, c'est déléguer le risque à son assureur en assurant des rendements ou des chiffres d'affaires, etc. De notre côté, c'est sûr qu'on a constaté que de plus en plus d'exploitations s'assurent à cause de l'augmentation des aléas et des événements. On est presque à se dire que c'est devenu la norme. Donc, c'est une réflexion qu'il faut avoir individuellement en fonction des objectifs de chacun. Donc, tout dépend de la stratégie face au risque, mais en tout cas, il faut bien être conscient du risque et le prévenir. J'ai une autre question. Vous n'avez pas parlé des bio dans vos exposés. Est-ce que vous avez des chiffres sur ces exploitations? Alors, effectivement, on n'a pas parlé des bio parce qu'on n'a pas un groupe consolidé important. Cependant, on note quand même certaines choses qui caractérisent. Enfin, il y a des caractéristiques qui ressortent sur ce groupe. Tu peux d'ailleurs projeter le diaporama, on a fait. Voilà. Le problème de ce groupe-là, on l'a déjà dit même sur les autres vitiscopies, c'est que c'est un groupe très très hétérogène, et donc c'est difficile sur un petit groupe avec une grosse hétérogénéité de tirer des conclusions. Cependant, ce qui ressort, c'est que déjà 75% des gens qui sont dans ce groupe ont un prix bouteille moyen supérieur à 7,50 €. Une deuxième caractéristique, c'est que 85% des exploitations sont avec une assurance récolte. On en parlait juste avant, alors que on est plutôt sur 66% sur le Mâconnais Chalonnais qui sont assurés. Donc il y a une assurance supplémentaire. Enfin, plus de gens souscrivent à une assurance. Et puis, dernier point qui caractérise ce groupe, c'est qu'on a une dynamique d'investissement qui est plus importante que la moyenne, puisqu'on a un taux d'endettement de 56%. Donc après, on a d'autres chiffres pour compléter un peu ce qu'on peut voir sur la partie viticulture bio, et c'est marqué d'ailleurs que dans le livret que vous pourrez télécharger, sur la page 21, il y aura des chiffres qui compléteront cette analyse. Merci beaucoup Arnaud. On a une autre question à propos de la convention collective nationale qui est en train de changer. Qu'est-ce que ça va changer pour les employeurs de main-d'œuvre? Je vous entends plus. Magali, on t'entend plus. Je recommence, c'est bon. Donc, je disais qu'effectivement, à partir du 1er avril 2021, donc c'était une blague, c'est pour ça que j'avais coupé mon micro, il y aura une nouvelle convention nationale pour les salariés agricoles. La principale évolution, c'est le positionnement de vos salariés dans une nouvelle grille de classification. En tant qu'employeur, vous allez devoir, pour chacun de vos salariés, estimer différents critères pour le positionner, à savoir sa technicité, son autonomie, sa capacité de management, son relationnel, voilà, tout plein de petits critères. Et tout ça, ça va définir une nouvelle catégorie socio-professionnelle pour votre salarié et ça va peut-être engendrer une réévaluation de son salaire en conséquence. Donc, je vous invite là-dessus à prendre contact avec notre service paye et ressources humaines pour faire le point sur ces différents critères, sur une grille de classification et ce que ça peut changer sur chacune de vos exploitations. Merci Magali. On n'a plus de questions. Je vais peut-être en poser une en attendant de voir si on a de nouvelles questions. Vous parliez tout à l'heure des prix de vente sur le bio. Est-ce que pour le HVE, qui est enfin la haute valeur environnementale, qui est une certification qui émerge très fort dans le domaine viticole, est-ce qu'on voit des différences sur les prix de vente pratiqués? Alors, aujourd'hui, je pense que Mathilde, tu rebondis sur le fait que j'ai dit que pour la stratégie du prix, ça pouvait être intéressant de valoriser le HVE. Aujourd'hui, on a bien conscience que chez les acteurs classiques du marché viticole, chez vos caves coopératives, chez vos négociants, le HVE n'apporte pas de plus-value.
ça devient plutôt la norme pour qu'ils acceptent de prendre vos hectolitres. Par contre, dans le cadre d'une vente bouteille à un particulier, c'est vraiment intéressant de réussir à valoriser cette démarche, à expliquer le travail qui en découle et donc à apporter de la plus-value au produit. Et je pense que vis-à-vis du consommateur qui a des attentes en termes de stratégie sur l'environnement, de bien-être, etc., c'est vraiment intéressant de réussir à valoriser le travail derrière et à mettre de la plus-value sur le prix. Donc finalement, c'est un support de communication intéressant pour engager la conversation sur les qualités de son produit. Exactement, et pour valoriser son travail surtout. D'accord. Écoutez, je vous remercie. On n'a pas d'autres questions. Si parmi les participants, il y a des questions qui vous viennent à posteriori, n'hésitez pas à reprendre contact avec nos deux intervenants. Et je vais appeler Pascal Laurin à nous rejoindre. Alors, juste simplement pour compléter ce que disait Magali sur le HVE, c'est d'autant plus vrai que les jeunes consommateurs et les consommateurs du coup de demain ont encore plus d'attentes que la génération actuelle sur le bio, le HVE, etc. Donc, on voit notamment des marchés comme dans les pays scandinaves où notamment est issue Greta Thunberg et toute cette jeunesse elle a énormément d'attentes sur un vin qui est d'une haute valeur environnementale, que ce soit ce label ou pas. Il y a une attente qui sera de plus en plus importante sur ce point. Donc, donner des gages des moyens qui sont environnementaux, qui sont engagés pour produire le vin, permettra de gagner ces marchés-là ou au moins de les conserver. Exactement, exactement. D'accord. Merci Arnaud pour cette précision. Merci beaucoup Magali, merci Arnaud, à bientôt. Merci. Et on va accueillir Pascal Laurin pour la suite. Donc Pascal va venir nous présenter la seconde partie qui traite de la capacité d'adaptation des entreprises et de ce que nous apprend la Covid-19 sur la gestion de crise. Donc Pascal va nous faire une présentation d'une demi-heure qui sera enrichie des témoignages de 3 chefs d'entreprise. Alors vous verrez que les témoignages qu'on a choisis ne sont pas toujours issus du monde viticole, mais néanmoins vous verrez aussi que la capacité d'adaptation des entreprises mobilise des compétences qui sont très transversales et ça nous a paru intéressant d'aller chercher des témoignages ailleurs. Bonjour Pascal. Ah, ton micro est coupé. Donc, Pascal est conseillère agricole en Saône-et-Loire. Elle a 10 ans tout rond d'expérience chez Serre-France Saône-et-Loire. Et elle va vous faire cette présentation. On se retrouve pour une séance de questions-réponses à la fin de ta présentation. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler maintenant de stratégie d'entreprise et on va l'illustrer. L'exemple de la crise sanitaire actuelle, la Covid-19, qu'Arnaud et Magali ont déjà pas mal évoqué eux aussi dans leur présentation. Alors en préambule, je vous apprends rien en vous disant que le mot crise, c'est un terme plus que jamais d'actualité. En même temps, c'est un mot valise qui a autant de définitions que d'auteurs ayant travaillé sur le sujet. Donc nous, ce soir, nous avons choisi de retenir la définition de l'historien Antoine Pro, pour qui une crise, c'est un phénomène violent et soudain, un changement subi, un moment décisif, mais toujours pénible et douloureux. Cette définition, elle met en évidence 3 éléments caractéristiques d'une crise. Le premier, c'est que c'est un événement qui est perçu comme inattendu ou à faible probabilité. Le second, c'est que c'est un événement involontaire, mais perturbateur, avec des conséquences majeures. Et enfin, quand on est pour une entreprise, ça affecte la performance, voire même menace sa survie. À travers ces 3 caractéristiques, vous voyez bien que la crise de la Covid-19, elle répond à tous ces éléments-là. Si on cherche d'autres exemples en agriculture, on pourrait citer les épisodes de grippe aviaire. Sur d'autres plans, par exemple sur le volet social, plus récemment, c'était la crise des gilets jaunes. Dans ce contexte, une petite entreprise, comme le sont vos exploitations viticoles, dispose a priori de moins de ressources pour faire face à la crise. C'est pourquoi une petite entreprise se doit d'être agile et résiliente, de développer une gestion de crise à travers un comportement proactif, comme vous l'expliquait tout à l'heure Magali. Pour illustrer cela,
Je vous propose un premier témoignage en vidéo, celui de l'équipe de l'abattoir de la Motte en Haute-Saône. Au début du confinement, sur la vente au magasin, nous on a triplé le chiffre d'affaires, c'est clair. L'abattoir a été créé en 2012, donc début d'exploitation début 2013. On abat aujourd'hui 400 porcs par semaine, donc ça en fait un tout petit abattoir de proximité. On fait à peu près 40% de chiffre d'affaires dans les collectivités, sur le chiffre d'affaires global. Idem pour la partie d'abattage et prestation de services, et tout le reste c'est pour la vente directe. On a eu une grosse claque parce que la décision de confinement est tombée un jeudi, je m'en souviendrai toujours. Et c'est le jeudi où on a des grosses journées, jeudi, vendredi, pour préparer les livraisons des cantines de la semaine d'après. Donc on avait 3-4 tonnes de fabriqués, d'emballés, de mise en carton qu'on ne pouvait plus livrer le lundi, quoi. Donc c'était la catastrophe. On s'est dit, bon, on va avoir une grosse chute au niveau économique, etc. On a fait une grosse promotion à tous nos clients, donc on a réussi à liquider cette marchandise en surplus. On a vite été dévalisé, que ce soit en viande, en légumes, en farine, en œufs, en produits secs. C'était la bousculade le mardi jusqu'à midi. Les produits étaient tous réclamés, mais par contre en plus grosse quantité, parce que bien entendu, tous les enfants étaient à la maison, donc plus de cantine, plus d'internat. Et les repas pour ceux qui mangent à l'extérieur le midi étaient faits à la maison. Ça faisait 1 an qu'on travaillait sur le projet de développer de la livraison à domicile. Et arrivé au moment du confinement, ce service-là intéressait beaucoup les clients. On était dans les starting blocks, quoi. Autant l'activité des collectivités s'est arrêtée net. Et ça a embrayé directement sur l'explosion des commandes via le site internet. On était préparé sans l'imaginer, quoi. On a surtout communiqué par le biais de notre site, de la page Facebook. On s'est rendu compte que les clients nous trouvaient rapidement et facilement. On avait une petite pub qui circulait sur les réseaux et ça fait vite son effet. Après, il y a eu le déconfinement et là, les livraisons à domicile se sont, on va dire, effondrées. On n'en fait plus que quelques-unes par semaine, alors que pendant le confinement, on était à 35-40 livraisons par jour. Mais il y a plein de gens qui nous ont découverts comme ça et qui viennent maintenant chercher les produits locaux à la boutique directement. On s'est rapidement organisé pour prendre nos pauses les uns après les autres, pas mélanger tout le personnel comme il a pu se passer dans des grosses entreprises. Faire attention dans les vestiaires, quand on change, faire chacun notre tour. Le personnel qui travaillait sur l'activité des collectivités a basculé sur le côté préparation de commandes, mais pour des particuliers, quoi. Tout le monde est polyvalent et on cherche justement à se rendre polyvalent parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui est en arrêt maladie, en vacances, etc. Prochain grand défi sur l'entreprise, c'est déjà de stabiliser ce qui a été entrepris depuis 2012 parce qu'on a commencé à 7, aujourd'hui on est 20, on a fait x5 en termes de chiffre d'affaires, donc on ne peut pas se préparer à l'imprévisible, essayer d'être réactif et puis surtout de bien communiquer au sein des équipes et éventuellement sa clientèle en direct si on a de la clientèle de particuliers qui vient à son entreprise. Donc ce témoignage met en évidence qu'une crise se gère avec un avant, un pendant et un après. Et c'est avec cette même chronologie que je vous propose d'organiser notre réflexion et donc de commencer par l'avant-crise. En tant que chef d'entreprise, vous devez savoir où vous voulez aller et garder l'œil ouvert pour vous adapter rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une stratégie claire avec des objectifs et un plan d'action et réaliser une veille efficace pour pouvoir vous adapter et disposer notamment de scénarios alternatifs en cas de turbulence. Vous voyez que pour illustrer notre diaporama, on a pris la métaphore de la conduite. En fait, c'est comme un conducteur qui programme son GPS, qui suit les indications pour atteindre la destination voulue.
mais ça ne le dispense pas en permanence de regarder à travers le pare-brise pour ajuster sa trajectoire, son trajet en fonction des événements extérieurs éventuels. Une fois la stratégie clairement définie, eh bien, il faut que les ressources de l'entreprise soient opérationnelles au quotidien et mobilisables en cas d'imprévu. Monsieur Gérardin, de l'abattoir de la Motte, l'a là aussi bien illustré. Quand on parle des ressources humaines, ça suppose d'avoir une équipe qui soit impliquée, mobilisée, qui s'entend. Ça aussi suppose de favoriser la polyvalence. Il a parlé de prêt de main-d'œuvre entre services, éventuellement entre entreprises. Et puis, il faut favoriser la montée en compétences avec l'embauche, la formation. Gérer ses ressources, c'est aussi bien connaître son environnement, ses partenaires, donc ses clients, ses fournisseurs. C'est communiquer en interne et en externe. Et puis, c'est gérer sa trésorerie, gérer sa rentabilité. Pour illustrer cette notion de stratégie, je voudrais partager un autre exemple avec vous. C'est celui d'un viticulteur, un de nos clients que nous accompagnons, qui a développé une stratégie d'anticipation de l'interdiction du glyphosate. Alors sa réflexion, en fait, depuis de nombreuses années, il s'intéresse déjà au travail du sol, qu'il pratique en parallèle du désherbage chimique, mais son intérêt s'est accru au fil du temps avec l'interdiction progressive de nombreuses molécules. Donc son idée, voilà, c'était d'anticiper une interdiction probable et c'est pas un refus d'utiliser les produits chimiques. Au contraire, il continue à les utiliser et il les perçoit comme un filet de sécurité. Donc en fait, sa préoccupation, c'était de ne pas subir un arrêt brutal de l'utilisation, oui, de l'utilisation du glyphosate, avoir le temps de répondre petit à petit aux problématiques liées au travail du sol. Donc en gros, prendre du recul, avoir le temps de faire sa propre expérience. Concrètement, comment s'est déclinée sa stratégie? En matière de process de production, il a acquis des outils de travail du sol, comme des outils intercept, des bineuses, qu'il a en partie autoconstruits pour les adapter à ses besoins. En matière de ressources humaines, il a embauché du personnel pour travailler dans la vigne et lui libérer du temps pour adapter les outils et tout simplement aussi réaliser le travail mécanique du sol. Aujourd'hui, notre viticulteur, il dispose d'une solide expérience en matière donc de travail du sol, qu'il partage d'ailleurs volontiers avec ses collègues, mais ça ne l'a pas empêché de devoir adapter en permanence sa stratégie. Maintenant, il connaît les conditions de réussite, notamment en fonction du type de sol, de son hygrométrie, de l'âge de la vigne ou encore du stade d'enherbement. Le maître mot étant pour lui donc l'anticipation, c'est-à-dire rentrer dans les vignes dès que c'est possible. Et sa stratégie, il continue à la faire vivre, puisque aujourd'hui, il s'oriente plutôt sur la communication avec l'obtention de la certification haute valeur environnementale, qu'il voit donc comme un argument commercial pour maintenir les débouchés de ses vins. Donc avoir une stratégie claire, c'est bien quand la crise survient, mais c'est pas forcément une garantie que tout va se passer pour le mieux. Dans le sens que, en tant qu'être humain, on a tous tendance à penser que les choses à l'avenir vont se passer comme elles se sont toujours passées jusqu'à présent. Et donc, on a beau essayer de se préparer au mieux, on peut réagir de manière insuffisante ou inadaptée à une crise. C'est ce qu'on appelle le biais de normalité. Donc voilà, on réagit de la manière la plus normale possible à un événement qui ne l'est pas. Donc en fait, quand la crise survient, c'est important de se rendre compte qu'elle est là, de l'accepter sans faire l'autruche, parce que dire je serre les dents et puis ça va passer, c'est pas forcément la meilleure des réponses. Surtout, on le voit aujourd'hui avec une crise qui dure. Et c'est qu'une fois qu'on est conscient que la crise est là, qu'on peut s'attaquer aux modalités pour passer au mieux le cap. C'est la gestion de crise. Et nous allons pour ça voir un nouveau témoignage, celui du caveau des Biards dans le Jura, qui va nous illustrer tout ça.
Ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'est comme si vous sortez d'une pièce, vous éteignez la lumière. Hein. Le commerce s'est arrêté comme ça. Donc il a fallu réagir assez vite. Au Cavet des Bières, on a une petite fruitière vinicole, hein. Un tiers de particuliers, on a un tiers de commerçants. Et puis on avait un autre tiers qui était grossiste de la brasserie pour tout ce qui est fête, grosses fêtes, kermesse ou autre. C'est ce dernier créneau, chez nous, c'est celui qui a pris le plus la crise, quoi. On a développé, nous, un petit peu tout ce qui est vente par correspondance, Internet et réseaux sociaux. On a communiqué entre nous sur ce qu'on faisait, comme quoi on était ouvert, comme quoi on pouvait acheter toujours du vin du Jura par Internet. Et puis en parallèle aussi, on a mis en place un drive. On fait nos portes ouvertes toujours pour le 8 mai. Donc on a remplacé ça par un mailing qu'on a fait faire avec une agence de communication pour contacter tous nos clients pour leur dire que malgré qu'ils restaient chez eux, on pouvait leur livrer le vin. Quand ça a rouvert, hein, on a mis en place pour pas que les gens viennent toucher les bouteilles. On avait mis des affiches rentrées un par un client à la fois, du plexiglas, les gens avec des masques. Enfin, on a tout fait pour protéger nos clients, mais en premier, il faut l'avouer, nous aussi, quoi. Le plus dur pour nous, on n'a pas pu faire déguster, quoi. Il y avait toujours quelques travaux quand même à faire en cave parce que Covid ou pas Covid, il faut bien s'occuper des vins, tout ce qui est vieillissement, une partie est mise en bouteille. Mais tout ce qui était commercialisation, étiquetage, livraison, ça s'était arrêté. Le plus gros impact qu'on a eu, ça a duré une semaine, c'est qu'à un moment, même les transporteurs se sont arrêtés. Donc on n'avait plus de ramasse, on ne pouvait plus expédier. Ça a duré une semaine, mais ça c'était la période la plus difficile. Pour avoir nos mises en bouteille, par rapport aux entreprises, aux prestataires de services, il a fallu mettre en place toute une charte supplémentaire de respect sanitaire. 2020 est un millésime vraiment exceptionnel dans tous les sens, et donc on était précoce et on embauchait du monde pour la vigne. Donc là, ça nous a permis de trouver du personnel sans problème pour pouvoir travailler correctement nos vignes, puis les amener comme il faut au bout. On est en partenariat avec plusieurs fruitières à Comté. Les gens dans nos villages, quoi que ce soit, sont revenus faire travailler les commerces locaux. En même temps qu'ils vendaient leur fromage, ils vendaient du vin. On a la chance d'avoir du personnel, que ce soit aussi bien dans les bureaux, à la cave, ou mes collègues coopérateurs, la vigneron, qui sont assez dynamiques. Donc c'est notre dynamisme qui a fait qu'on a réagi correctement. Il ne faut plus attendre chez soi que le client vienne ou qu'est-ce qu'on va faire, puis se regarder dans le blanc des yeux. Il faut avancer, il faut agir. Les employés, ça ne leur donne pas aussi. Donc on a tous des intérêts communs que l'entreprise marche bien. On a peur parce que chaque fois on entend des mauvaises nouvelles à la télévision. Et puis nous, ça va devenir des gros mois, des fêtes de fin d'année. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de devis aujourd'hui pour avoir des prix sur des vins, quoi que ce soit pour ces organisations. Tous nos salons s'annulent au fur et à mesure. C'est énergivore, hein. Une crise, c'est vraiment, ça vous prend énormément de temps. Puis les retombées ne sont pas toujours évidentes aussi. Vous mettez beaucoup d'investissements en temps sur un produit, sur quoi que ce soit. C'est toujours frustrant quand on s'investit et que ça marche pas, mais il faut persister. Puis en persistant, ça a marché. Comme vient de l'évoquer Monsieur Denis Granvaux, il est indispensable de réagir vite quand la crise survient pour en atténuer les effets négatifs. Alors, si on reste sur cette crise actuelle, c'est vrai que la particularité pour vous en tant que chef d'entreprise, c'est que vous ne pouvez, pour en atténuer les conséquences, vous n'avez pas d'impact sur la résolution de la crise, puisque la sortie de crise, justement, elle dépend avant tout des avancées vaccinales. Et en tant que viticulteur, cette crise, elle vous concerne particulièrement puisqu'elle impacte vos principaux débouchés, l'export, la fermeture des hôtels, cafés, restaurants, et puis l'interdiction ou la limitation des rassemblements publics ou privés. Après, selon votre mode de commercialisation, l'incidence n'a pas été tout à fait la même. En cave coopérative, c'est un peu plus lointain. Par contre, en cave particulière, l'impact, il a été immédiat et brutal avec, pendant un moment, l'absence de commandes, l'absence de vente et donc absence de chiffre d'affaires. En période de crise, l'impact pour l'entreprise, il est triple. Alors déjà sur la main-d'œuvre,
Par contre, là, une petite entreprise, elle a l'avantage de sa petite taille qui lui permet un accompagnement de proximité et puis qui facilite aussi la prise d'initiative par les équipes. Monsieur Granvaux l'a bien dit dans son témoignage, en cette période, tout le monde a un intérêt commun, c'est celui que l'entreprise fonctionne pour le mieux. Ça s'est vu d'ailleurs dans certains domaines dans le département, avec du personnel administratif qui a pu, pendant le premier confinement, être redéployé dans les vignes. Ça a évité de recourir à des mesures de chômage partiel et puis ça a aussi eu un impact bénéfique sur la trésorerie avec moins de recours à de la main-d'œuvre saisonnière. Deuxième impact, bien évidemment, sur le processus de production, avec des canaux d'approvisionnement, des canaux de livraison qui peuvent être perturbés, des matières premières aussi qui peuvent être de moindre qualité ou des fois des pannes dans l'entreprise plus difficiles à résoudre. Et enfin, bien sûr, un impact économique, on l'a dit, avec un chiffre d'affaires en baisse, voire absent, et donc une trésorerie automatiquement impactée. Pendant la crise, la communication est centrale, en interne comme en externe. On le voit bien avec la Covid-19, toute l'importance des outils digitaux, des réseaux sociaux. D'ailleurs, la majorité d'entre vous ont réalisé pendant le confinement des mailings auprès de vos clients pour vous garder le contact et réaliser aussi des opérations de promotion, notamment avec des frais de port gratuits pour toute commande. Donc communiquer, c'est important, mais il faut être vigilant être prudent sur la prise de décision et la façon de la communiquer. Il ne faut pas que ça puisse écorner l'image de l'entreprise auprès des partenaires ou auprès des équipes. Et puis aussi, la crise, vous avez été nombreux à nous le dire, vous en avez profité à un certain moment pour prendre un peu de hauteur et puis pour oser. On a vu des caves coopératives qui ont organisé des drives ou encore des caves particulières qui ont, elles, réalisé des tournées de livraison à domicile. Donc, vous le voyez, avec tout ça, pour envisager une sortie de crise, il faut trouver un mode de gestion de la crise, justement, qui allie à la fois l'humain, la continuité du processus de production et l'économique. Et en ce sens, la crise, ça peut être l'occasion de tester de nouveaux scénarios qui sont très prometteurs pour la suite. C'est ce que va nous illustrer donc le témoignage suivant, celui de la minoterie Forêt à côté de Cluny. La minoterie Forêt, en fait, a un seul site de production. On fabrique, on écrase notre blé, on fabrique notre farine ici, à côté de Cluny. On est 160 collaborateurs au niveau de l'effectif. Nos clients sont à plus de 90% des artisans boulangers. C'est à peu près 1300 clients artisans sur une cinquantaine de départements. Nos clients ont été très touchés par le Covid. Au démarrage, de manière très positive, c'est-à-dire que les gens se sont précipités dans les fourniers, dans les boulangeries, acheter du pain en quantité, des croissants un petit peu par peur, j'imagine, de manquer. Et très vite, ils ont déchanté puisqu'on a des pertes de chiffre d'affaires chez nos clients en moyenne entre 35 et moins 40%. Par ricochet, forcément, on dépend de nos clients. Donc, on a perdu au plus bas moins 40% d'activité, puis moins 30, puis moins 20. Aujourd'hui, on a quasiment retrouvé notre niveau d'activité normal. On a des sujets comme les sujets digitaux, par exemple, ou le sujet du circuit court, qui s'est inscrit presque prioritaire. Donc on est en train de travailler sur une stratégie digitale beaucoup plus rapide. Et les circuits courts, on a développé des ventes, par exemple, dans quelques grandes surfaces tout proches de chez nous qui commercialisent notre farine. Il n'y avait plus de sachets de farine de 1 kg dans les rayons. Et du coup, on a été contacté un petit peu par plein de grandes surfaces toute France et on n'a pas, nous, du tout d'équipement pour faire du sachet de 1 kg. Donc on a petit à petit proposé du sachet en 5 kg
sur quelques grandes surfaces tout à fait localement. C'était Cluny, c'était Chalon. Là, on était sur le rayon épicerie des grandes surfaces, donc c'est des petits volumes complètement anecdotiques. C'était intéressant comme expérience à vivre, mais pas suffisante et de loin pas pour compenser le manque à gagner. Le consommateur aujourd'hui a envie et a un besoin d'être rassuré, de transparence. Je pense que le Covid a accéléré. C'est vraiment le ressenti qu'on a. Donc une tendance de fond, ça va beaucoup plus vite. On a, nous, sur le commerce équitable, mais il existe d'autres démarches aussi dans ce sens-là. Quand nos clients artisans boulangers décident de s'inscrire dans la démarche, on fait une animation d'inauguration, une ouverture. Aujourd'hui, on a 3 fois plus de demandes post-Covid. Donc ça veut quand même dire que ça va plus vite et que les gens sont de plus en plus en demande, en fait, de sens. Voilà. Après, la problématique, c'est combien ça coûte. Est-ce que le consommateur est prêt à mettre un petit peu plus? Est-ce que le boulanger ou le meunier est prêt à prendre en charge une partie aussi? Moi, je suis convaincue qu'on peut y arriver et que le consommateur et l'ensemble de la filière est complètement prêt à jouer le jeu. On s'est rendu compte qu'on était en capacité d'agir avec agilité, avec réactivité. Et du coup, on travaille en termes d'organisation de manière différente. Il y a peut-être plus de confiance aussi, plus d'audace. C'est vrai qu'au pied du mur, tout le monde a dû faire des choses, quoi. Il fallait réagir. Et ça a permis cette possibilité de tenter, d'essayer. Et les gens sont différents, sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus aventuriers. Voilà. Comme vient très bien de nous le souligner Madame Forêt, une crise bien gérée permet à l'entreprise d'en sortir plus forte. C'est un catalyseur. Je vous propose donc de poursuivre par l'après-crise. Mais déjà, on peut se poser la question, quand est-ce que l'on sort de la crise? Et ça, c'est pas si évident que ça à déterminer. Ça suppose en tout cas que les mesures spécifiquement mises en œuvre pour la période de crise prennent fin. Donc pas besoin de vous préciser que pour la crise sanitaire, on est encore en plein dedans. Ce qui est important de faire après la crise, c'est de prendre le temps de faire un bilan après la pression, l'urgence de la période qui vient de passer et avant de retomber dans le quotidien de l'entreprise. En ce sens, ça permet de travailler sur la résilience, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à s'adapter en modifiant son organisation pour mieux affronter les chocs futurs. Concrètement, le bilan de crise, qu'est-ce que c'est? C'est un retour d'expérience pour voilà, qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'on peut reproduire, et au contraire, qu'est-ce qui s'est moins bien passé qu'il faut éviter de remettre en œuvre. Madame Forêt y a d'ailleurs fait allusion quand elle a parlé des petits conditionnements de farine développés pendant, mais qui ne seront pas reconduits faute de rentabilité. Le bilan de crise, il peut aussi permettre pour le chef d'entreprise de réaliser son introspection, parce que diriger une entreprise par temps calme et diriger en période de tempête, ça n'a rien à voir. Donc c'est important de savoir comment est-ce qu'on prend ces décisions dans l'urgence et surtout comment est-ce qu'on les communique à ses partenaires, à ses équipes. Et puis souvent aussi, le bilan de crise, il donne la priorité à la détection et à la prévention, parce qu'un des enseignements de la crise, c'est souvent qu'elle aurait pu être gérée différemment si on avait été mieux préparé, notamment avec des exercices de gestion de crise. Donc au final, le bilan, il vise à adapter la stratégie de l'entreprise en ajustant, si besoin, le processus de production, en travaillant aussi sur les relations avec les clients, les fournisseurs, la dépendance à chacun d'eux, en travaillant aussi sur l'organisation interne de l'entreprise, par exemple, comment pallier l'absence de l'homme clé, travailler aussi sur la communication, et puis enfin sur la partie gestion, économie, avec par exemple des tableaux de bord, des outils de suivi de production. Alors, pour illustrer l'adaptation suite à la crise, je voudrais partager un nouvel exemple avec vous. C'est celui d'un de nos clients qui, suite au premier confinement, a décidé de participer à un salon virtuel des vins
dans l'objectif de pouvoir commercialiser ces vins en toutes circonstances. Alors, les salons virtuels des vins, c'est des initiatives qui se sont développées pendant le confinement pour animer le marché des professionnels en l'absence de rendez-vous physiques. Donc, pendant une période déterminée, les professionnels inscrits au salon peuvent visiter les stands virtuels des producteurs, échanger avec eux en visioconférence et commander des échantillons. Libre ensuite aux deux parties de poursuivre plus avant la relation commerciale. Donc, notre viticulteur, quel bénéfice il en a tiré? Eh bien, il a considéré ça comme une opportunité de toucher des marchés internationaux sans bouger de chez lui. En effet, donc, il a pu prendre de nouveaux contacts dans des pays où il n'était pas référencé jusqu'à présent. Il y a aussi trouvé un intérêt sur le plan économique parce que c'est un salon à moindre coût, moins de frais de déplacement, enfin pas de frais de déplacement, pas de frais d'hébergement, et puis moins d'ouverture de bouteilles aussi ou pour des prospects réellement intéressés. Il se dit aussi que ça peut être quelque chose qui est dans l'air du temps pour répondre aux attentes sociétales et au bilan carbone, justement avec cette limitation des déplacements. Donc au final, même si ces salons virtuels, ça remplace pas à un moment ou à un autre un contact physique réel avec ses clients, c'est quand même un bon moyen d'être visible, notamment sur les réseaux sociaux pendant la période de communication aussi autour de l'événement. Donc, vous le voyez, la capitalisation de l'expérience permet à l'entreprise d'être plus forte. La crise, ça pousse à être plus créatif, plus imaginatif, à l'image d'un laboratoire d'idées. Et on le voit encore aujourd'hui avec Magali en parlait tout à l'heure, le développement de l'e-commerce, puisque pendant le premier confinement, il y a eu un très fort engouement des consommateurs pour les produits locaux. Donc c'est vrai que côté distribution, vous avez réussi à vous organiser assez rapidement. Par contre, là où vous étiez pas forcément très préparé, c'était pour le paiement à distance. À l'époque, il y avait moins de 10% des producteurs locaux qui étaient équipés en la matière. Donc maintenant que la crise est un peu moins aiguë, eh bien plusieurs d'entre vous se lancent dans le développement de sites internet marchands pour pouvoir maintenir le lien avec le consommateur, ou d'autres se font référencer sur des plateformes de vente en ligne. Alors pour conclure, d'autres bouleversements sont en cours, tels le changement climatique ou la transition écologique. Pour autant, donc, ce sont plutôt des mutations et non des crises au sens où nous les avons définies. En effet, ce sont des phénomènes annoncés de longue date et nos actions ont un impact direct dessus. D'ailleurs, une crise, c'est souvent le symptôme d'une mutation en cours. Mais que l'on parle de crise ou de mutation, la recette pour une entreprise, c'est un peu la même. Ça suppose de la souplesse, de l'adaptation dans les ressources, notamment humaines, et de la clarté dans les orientations stratégiques. Nous finirons par une citation de l'économiste et haut fonctionnaire Jacques Attali. Ce que l'on nomme crise n'est que la longue et difficile réécriture qui sépare deux formes provisoires de monde. Merci beaucoup Pascal pour ta présentation. On va maintenant prendre un temps d'échange auquel pourront répondre soit Pascal, soit Magali, si les aspects sont plutôt liés à la production viticole. J'ai déjà une première question. Que faire face au changement climatique? Comment s'adapter sur son domaine ou sur son exploitation? S'adapter au changement climatique, c'est vrai que c'est une vaste question. Il n'y a pas de solution unique. Il y aura plutôt une multiplicité de solutions parce que quand les experts le disent bien, quoi que l'on fasse, quelles que soient les actions qu'on mette en œuvre, de toute façon, le climat il va continuer à évoluer pendant au moins 20 ou 30 ans de la même façon qu'il évolue depuis les années 80. Mais en tout cas, on peut quand même mettre en évidence deux axes pour s'adapter au changement climatique. Il y a l'adaptation proprement dite. En fait, c'est essayer de mettre en œuvre, de tenir compte des impacts positifs ou négatifs du changement climatique, parce qu'il peut y avoir les deux, pour continuer l'activité agricole, viticole. Donc ça, c'est plutôt des initiatives à l'échelle locale.
Par exemple, s'inspirer de ce qui se passe dans des pays qui sont déjà plus chauds que nous, comment ils font pour maintenir l'activité. Et puis ça passe aussi par la recherche et l'innovation avec par exemple la sélection variétale. Et puis le deuxième axe, ce sera l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte carbone de l'agriculture, de la viticulture, donc le solde net en fait des émissions moins le stockage de carbone. Donc là, c'est plutôt sur le plus long terme et puis ça implique tout le monde. Voilà, c'est à l'échelle collective. Alors ça peut passer par l'agriculture de précision avec de la réduction de doses ou par de l'agroécologie, par de la couverture des sols, de l'agroforesterie. Il y a aussi là-dedans tout ce qui est énergie renouvelable avec en agriculture la méthanisation. Mais voilà, il n'y a pas de solution unique, c'est vraiment l'adaptation, l'atténuation du changement à combiner et une multiplicité des solutions pour permettre à l'agriculture, à la viticulture de rester performante économiquement. Merci Pascal. Oui, Magali. De mon côté, donc effectivement, je vous invite à rester en veille sur ce qui se fait dans votre métier pour pouvoir être agile sur des changements de pratiques. Mais attention toutefois à ne pas se précipiter sur des innovations toutes belles, toutes neuves qui vous paraissent intéressantes, mais qui n'ont pas forcément encore prouvé leur efficacité. Il faut laisser le temps parfois au temps de voir ce qui peut vraiment apporter comme solution. Et donc Magali, tu vois sur les exploitations des innovations en termes de matériel végétal ou de gestion de la main-d'œuvre ou en cuverie, des choses qui sont testées par les exploitants? Ce que je disais, c'est effectivement, on a eu l'exemple un peu marquant d'une cave chalonnaise qui a investi dans sa machine de thermonébulisation pour lutter contre le gel en pulvérisant un nuage de glycérine et d'eau, etc. Donc voilà, ça c'est quand même assez novateur dans le paysage en Saône-et-Loire. Et puis après, c'est vrai que chez nous, on est encore beaucoup sur des réflexions d'assurance pour s'adapter au climat et l'idée de limiter la perte, de produits. Même si on voit des évolutions, puisqu'on a de plus en plus d'exploitants qui, au lieu d'assurer des hectolitres, s'intéressent plutôt à la perte de chiffre d'affaires et donc ont un raisonnement plus global de trésorerie pour pallier au manque. D'accord. Et on a aussi, contre les gelées précoces, certains exploitants qui travaillent avec des clones qui présentent un débourrage tardif pour lutter contre les gelées précoces. Et sur les travaux pendant l'été, avec les canicules successives, est-ce qu'il y a des adaptations qui sont trouvées? Des adaptations d'horaire, tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui travaillaient plus tôt et qui s'arrêtaient plus tôt dans la journée pour être sous la fraîcheur de la fin de la nuit, tout simplement. D'accord. Oui, et rendre les choses plus acceptables pour les salariés dans les vignes. Ok. Merci pour ces éléments. On a là une autre question, plutôt liée à la crise de la Covid-19. Les autres régions viticoles sont plutôt moins bien, s'en sortent plutôt moins bien que la Bourgogne, par exemple en Champagne ou en Bordelais. Peut-on s'attendre à des répercussions en termes de concurrence entre régions? Alors, c'est vrai que la Bourgogne aujourd'hui fait un peu figure d'exception et qu'elle a le vent en poupe depuis plusieurs années, hein, et c'est même pas forcément à cause de la Covid-19. Hein, ça fait plusieurs années qu'on a quelques tensions sur la région Champagne et sur le Bordelais. Sur le court et moyen terme, je dirais qu'il n'y a pas de souci à se faire. Les marchés sont encore porteurs, même pour les collègues des autres régions. Il n'y a pas de problème sur l'export, à part les problèmes classiques connus du Brexit, de la taxe, etc. Mais toutefois, j'attirerai votre attention sur la vigilance sur tout ce qui concerne la région chalonnaise, qui a eu plus de mal, notamment par le fait qu'elle présente plus d'appellations rouges et qu'aujourd'hui, ce sont les blancs de la Bourgogne qui ont le vent en poupe. D'accord. Donc à distinguer en fonction des bassins de production. Tout à fait. Ok. On va voir s'il y a une... Ah oui, il y a une autre question qui est arrivée. L'assurance récolte n'a pas été intégrée dans vos résultats. A-t-elle été intégrée ou pas dans vos résultats? Pardon, il fallait que je reformule. Tout à fait. On a tenu compte des personnes qui bénéficiaient d'une assurance récolte. Et c'est pour ça que, notamment, je le disais dans la partie bouteille,
constate que la baisse des volumes vendus a été compensée, certes par une meilleure valorisation des bouteilles, mais aussi par la présence d'une indemnité récolte chez certains des exploitants. Donc même si le montant n'était pas forcément à la hauteur des attentes, on en a tenu compte. Alors, Pascal, pendant sa présentation, a parlé à plusieurs reprises de la stratégie et de comment adapter la stratégie en cas de crise. Comment ça pourrait se décliner sur les stratégies que tu avais présentées, Magali, entre volume, valorisation? Alors, il est délicat de changer de stratégie à tout va. Ce qui est vraiment important, c'est de faire le constat, de se poser et de faire une analyse globale de son exploitation. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qu'est-ce qui peut changer rapidement ou non pour répondre aux opportunités. Et donc, il est vraiment important de faire ce bilan-là. Et ensuite, on peut se positionner sur plus de volume, sur plus de prix, sur plus de dilution des charges. Mais il faut jouer à fond la carte de ses atouts. Il ne faut pas se disperser, il faut essayer de rester centré sur une stratégie. Rien n'empêchera d'être quand même bon sur la dilution de ses charges si on se concentre sur le prix. On peut mettre tous les atouts de ses côtés, mais c'est important de fixer une démarche pour l'avenir et de ne pas se disperser surtout. Est-ce que Pascal, tu veux rajouter des choses sur comment prendre des décisions en période un peu chaotique? Oui, parce que c'est vrai que c'est souvent une question qu'on peut se poser. Voilà, ça évolue rapidement et comment savoir si je fais le bon choix, quoi. Alors déjà, je pense qu'il faut se rassurer en se disant qu'il n'y a pas forcément une décision qui est meilleure qu'une autre. En fait, il y a la décision qu'on va prendre avec la perception qu'on aura de la situation. Après, c'est ce qu'on dit quand on parle de stratégie. C'est quand même plus facile, Magali le disait, de prendre la décision si on sait où on va, quoi. Si on a le cap fixé, on saura mieux quel chemin détourné, en gros, il faut prendre pour toujours atteindre l'objectif visé. Et puis, c'est pas parce que il faut prendre la décision rapidement, certes, mais on n'a pas forcément 2 secondes pour la prendre. Il faut quand même arriver à prendre un petit temps de recul, de hauteur, pour pouvoir échanger avec ses équipes, par exemple, ou aussi avec ses partenaires qui peuvent être financiers, économiques, comptables, techniques, qui connaissent l'entreprise et puis qui peuvent aussi donner leur point de vue et puis nourrir votre réflexion et votre prise de décision, en fait. Et puis, je dirais aussi que quand la décision elle est prise, il faut justement peser le pour, le contre. Et notamment, c'est peut-être bien de commencer à travailler sur les inconvénients éventuellement ou les menaces qu'on a vues en prenant cette décision pour être mieux préparé si justement ces événements-là survenaient et pouvoir de nouveau être prêt à adapter sa stratégie. Ok. Donc, garder le cap, prendre le temps de la décision et du recul, et y compris en allant le confronter avec des gens qui sont autour de soi, pourquoi pas des conseillers Serre France, pour voir, avoir des avis complémentaires pour aider le chef d'entreprise dans la décision. Tout à fait, oui. Ok, écoutez, je crois qu'on a fini avec les questions. Merci beaucoup Pascal et Magali. On va clore notre rendez-vous sur cette présentation. Alors, je vous remercie je remercie ceux qui ont posé des questions pour entretenir le dialogue. Je vous encourage justement à rester en contact avec nous, que ce soit en visio, que ce soit dans nos agences ou sur vos domaines. On est là pour poursuivre le dialogue. Et n'oubliez pas aussi, on va vous envoyer donc les informations pour que vous puissiez revoir le replay, pour que vous puissiez consulter le livret. Et on va aussi vous envoyer une enquête de satisfaction. Donc remplissez-la, ça nous permet d'une année sur l'autre d'améliorer le contenu et de répondre toujours mieux à vos attentes. Bonne soirée.